Alors bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue au module 2, une série de 3 webinaires sur les meilleures pratiques financières et comptables à l'aide de logiciels ERP. Aujourd'hui, le sujet est comment tirer profit de l'intelligence d'affaires sans perdre le nord. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à notre présentatrice d'aujourd'hui. Je vous présente Anne Chotti, Drapeau Sherpa. Donc, bon webinaire à tous. Anne, à ton tour, merci. D'accord, merci. Bienvenue à tous. Je m'appelle Anne Chotti, Drapeau Sherpa. Je travaille maintenant chez Gestisoft depuis 1 an et demi. Je fais ma maîtrise à temps partiel en analytique d'affaires à HEC Montréal. Puis, je travaille avec de nombreux langages de programmation, puis de logiciels statistiques, comme vous pouvez voir. Donc, selon moi, je suis une bonne personne pour vous faire découvrir un peu le monde de l'intelligence d'affaires. Voici l'agenda de la séance d'aujourd'hui. On va commencer par exprimer un peu les objectifs de la séance, parler sur l'intelligence d'affaires, comment recueillir les données, comment utiliser l'intelligence d'affaires et comment, bien sûr, en tirer profit. Donc, tout d'abord, en fait, les objectifs de la séance aujourd'hui, c'est vraiment de vous familiariser avec certains concepts de l'intelligence d'affaires ou comme on l'appelle le Business Intelligence, le BI. En fait, le BI permet d'intervenir lors de décisions stratégiques en appuyant nos décisions sur des faits. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous donner envie de travailler avec les outils BI pour orienter vos décisions et communiquer vos intuitions. Donc, pourquoi l'intelligence d'affaires? Vous devez vous souvenir du temps où on allait dans des clubs vidéo pour trouver le film qui va nous divertir durant la soirée. On peut prendre des heures en train de marcher tout le long des rayons pour regarder tous les films ou finalement on allait prendre celui qui quelqu'un nous avait parlé la semaine dernière ou celui suggéré par le commis. En fait, on venait à la maison déçu ou heureux de notre choix, on ne savait pas trop ce qui allait arriver. Mais maintenant, aujourd'hui, on peut s'appuyer sur des technologies pour nous aider à faire des décisions. Comme par exemple, on peut prendre le cas de Netflix qui nous permet en fait nous propose une gamme de suggestions basées sur les films qu'on a récemment écoutés ou par exemple sur la cote qu'on leur a attribuée. Donc, ça nous donne une espèce de tri personnalisé qui nous permet de nous aider dans notre recherche de divertissement. En fait, c'est ça l'intelligence d'affaires. C'est un support, c'est des outils pour orienter nos décisions, mais au final, ce ne sera jamais elle qui va la prendre pour vous, c'est toujours nous qui va prendre la décision. Donc, pour faire l'intelligence d'affaires, ça prend bien sûr des données. Puis on est chanceux, aujourd'hui, on est dans un monde qu'on a de plus en plus d'informations. On n'a plus besoin vraiment d'aller chercher, on nous la donne quasiment. Donc, par exemple, vous voulez vous acheter une nouvelle souffleuse. Première chose que vous faites, c'est d'aller sur Internet, d'aller comparer les prix un peu, voir les caractéristiques d'une souffleuse à une autre. Vous allez voir en fait qu'est-ce qui fait qu'une souffleuse est la meilleure, puis qu'est-ce qui fait qu'une souffleuse est moins bonne. Tout ça sur Internet, tout ça pour avoir le maximum d'informations. Ensuite, on arrive au magasin, on est vraiment confiant, on sait qu'est-ce qu'on veut, on est plus informé, on ne veut pas, comme on dit, se faire avoir un peu. Bien, on devient un peu, moi je les appelle les clients diva. Les clients diva, c'est des clients qui savent ce qu'ils veulent, ils recherchent le meilleur deal. Si quelque chose ne va pas leur affaire, ils vont dire fortement, ils vont en parler sur les forums, ils vont faire des plaintes sur les médias sociaux, un peu partout pour faire entendre leur voix, en fait, leur opinion. Parce qu'on sait maintenant que notre opinion, ça a un pouvoir, puis on l'utilise. Donc, c'est pour ça qu'on demande aux entreprises d'être de plus en plus à l'écoute de leur clientèle. Puis ceux qui ne le font pas, bien, sont un peu perdantes là-dedans. Une façon qui est assez simple d'aller à l'écoute de sa clientèle, ce serait comme d'analyser les comportements d'achat à l'aide de cartes de fidélité. Ça pourrait être aussi d'organiser des concours Facebook afin de choisir le nouveau nom d'un produit, par exemple. En fait, l'idée, c'est d'être plus intelligent puis d'utiliser toute l'information qui peut être autour de vous. Mais malgré tout, on a beaucoup d'informations, mais on ne sait peut-être pas comment entreposer puis pour la réutiliser. Donc, c'est là que sont arrivés les logiciels opérationnels, tels qu'un CRM ou un ERP, pour ceux qui ne connaissent pas.
En fait, ça permet de collecter un maximum de données. Il y a plusieurs autres façons de collecter ces informations-là, mais je vais principalement baser ma présentation sur les ERP parce que c'est ça qu'il y a dans la majorité des entreprises, puis c'est un bon point de départ pour la collecte d'informations. Donc, pour ceux qui sont un peu moins familiarisés avec le concept de logiciel ERP, en fait, un ERP, c'est un logiciel qui permet la gestion quotidienne et l'intégration de l'ensemble des activités d'une entreprise. Ça permet, entre autres, de centraliser l'information dans un système, d'assurer la piste d'audit, de lier les différentes fonctions d'entreprise et de garantir l'unicité de l'information. Par exemple, dans une entreprise, on ne voudrait pas qu'il y ait plusieurs systèmes avec plusieurs listes de prix. On veut qu'une liste de prix de nos produits soit unique, puis qu'on n'ait pas des informations différentes à travers l'entreprise. Donc, on aimerait que la liste de prix soit dans une table à un endroit spécifique pour éviter le dédoublement d'informations, puis pour assurer que l'information est réelle, puis elle est juste. Donc maintenant, je vais vous parler un peu plus sur comment utiliser l'intelligence d'affaires. Donc en premier, je vais citer un peu Wikipédia. Vous allez dire que ce n'est pas vraiment une source fiable, mais ça reste la source puis la définition de l'information décisionnelle de l'intelligence d'affaires la plus claire puis la plus complète que j'ai trouvée sur Internet. Donc en fait, l'intelligence d'affaires, c'est collecter, consolider, modéliser et restituer les données dans le but d'aider les décideurs et les dirigeants d'entreprise. En fait, ici, je vais me répéter, mais il faut vraiment que ça soit clair et précis. L'intelligence d'affaires, ça aide à la décision, mais ça ne prend pas la décision pour vous. Donc, on adapte les outils BI selon les décisions qu'on souhaite prendre. Par exemple, tout ce qui est opérationnel prendra des outils un peu plus axés day-to-day, tandis qu'au niveau tactique, on gère une équipe, on gère des objectifs, donc les décisions sont différentes. Et encore plus au niveau stratégique, où on veut avoir une vision agrégée de l'information pour pouvoir avoir une vision globale et centrale de toute notre entreprise. Donc, par exemple, si on prend au niveau opérationnel, on pourrait vouloir avoir le nombre de produits fabriqués par heure. C'est des choses qu'on peut mesurer, puis c'est dans notre quotidien. Tandis qu'au niveau stratégique, on n'a pas besoin d'avoir un niveau précis par heure, on n'a pas besoin d'avoir une fonction en tant que telle. On a envie d'avoir un regard sur l'évolution de la capacité de production, par exemple, en fonction des nouvelles machines qu'on aurait achetées ou en fonction de nouveaux procédés qu'on aurait mis en place. Donc ici, je vous présente le processus en fait global pour traiter les données dans un système opérationnel tel qu'un ERP. Tout d'abord, en fait, tu aurais la collecte d'informations par le système. Ensuite, on va chercher à extraire les données. Souvent, cette partie-là est souvent les informations sont en double ou mal entrées dans le système. Ça peut souvent arriver, en fait. Donc, il y a une phase de nettoyage très importante pour s'assurer que l'information est clean, comme on appelle, puis qu'il n'y a pas de doublons, puis tout est bien rentré, qu'on a l'information nécessaire pour faire nos rapports. En fait, c'est vraiment une étape primordiale parce que si l'information n'est pas juste, après toutes nos analyses qui en découleront seront faussées. Ensuite, on peut vouloir organiser nos données dans des data warehouse, qu'on appelle. Ça devient un peu technique, mais l'idée, en fait, c'est de comprendre que dans un CRM ou dans un ERP, les données sont entreposées sous forme de transactions. Par exemple, on a une vente, on a un nombre, par exemple, on aurait le détail de la vente, le détail des produits achetés, par exemple. Donc, on pourrait utiliser tout ce qui est l'intelligence d'affaires pour grouper, pour faire des sommes, pour faire des moyennes sur le sous-total d'une vente. Mais ici, dans un contexte d'analyse et d'information qu'on veut regrouper, on veut comme sauter les barrières de transaction, puis on voudrait tout mettre ça en même temps pour avoir une journée. Donc, c'est pas la même façon qu'on consomme la matière dans un data warehouse. En fait, ça permet plus d'agréger les données pour faciliter les analyses.
Donc, c'est pour ça que c'est à peu près tout ce que vous devez savoir sur Data Warehouse. Puis, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez poser vos questions à la fin, il n'y aura pas de problème. Donc, enfin, après avoir organisé toutes nos données qu'on veut, on veut les restituer pour pouvoir les utiliser. En fait, moi, j'appelle ça faire parler les données. On peut utiliser des listes, on peut utiliser des graphiques, on peut utiliser des histogrammes, peu importe, tant que l'information est claire et que c'est axé prise de décision. Donc ici, je vous présente un exemple de tableau de bord avec des indices de performance, ou on peut appeler ça des KPI. Au-dessus, vous allez voir, puis en dessous, il y a comme des graphiques qui nous présentent un peu l'évolution à travers le temps. Si on s'intéresse au premier indicateur, juste ici, on soit le DSO, qui est le Days Sales Outstanding, ou le délai moyen de recouvrement des comptes. On voit que 10 jours. Mais en fait, tout seul, ce nombre-là n'est pas vraiment significatif. Ce n'est pas axé prise de décision. Si on ajoute une flèche, comme qui est dans l'exemple, qui pointe vers le haut, ça dit qu'en fait, l'information, le nombre de flèches-là, ça veut dire que c'est un peu mal. Donc, ça veut dire que le nombre de délais moyens a augmenté, ce qui fait que ça ne devrait pas être nous, on veut en fait que le nombre de jours descende. Donc, ça nous permet de rapidement prendre une décision, puis d'ajuster notre tir en temps réel basé sur cette information-là dans notre tableau de bord. En fait, c'est ça l'idée des tableaux de bord, c'est qu'on veut vraiment ajuster notre tir, puis axer ça prise de décision. Si on voit que le nombre de jours augmente, bien, on peut intervenir sur nos opérations. Donc, comment en tirer profit? En fait, les diapos qui vont suivre, ça va vraiment sur des bonnes pratiques sur comment créer des tableaux de bord, comment utiliser l'intelligence d'affaires. Donc, premièrement, moi, comment je vois l'intelligence d'affaires, c'est divisé en 3 parties. Il y aurait le présent, le passé et le futur. Qu'est-ce qui est passé? J'appelle ça les rapports. En fait, les rapports, c'est une vision détaillée d'un sous-ensemble de données auquel on peut ajouter des ratios, des sommes, par exemple. C'est un peu comme prendre une photo de nos opérations avec une date d'impression. Ça nous dit à quel moment il a été exécuté, puis ce rapport-là, puis ça nous donne quelle information a lieu pour cette journée-là. Ici, vous allez voir un exemple de rapport assez basic, comme on dit. C'est sûr que vous avez déjà utilisé des rapports qui devraient ressembler à ça. On trouve des sommes par catégorie, des dates. Ça permet de lire l'information importante vraiment rapidement. Puis on peut les redonner après à plusieurs personnes, puis tout le monde comprend en général qu'est-ce qu'il devrait avoir là-dessus. Il y a plusieurs outils disponibles pour faire des rapports tels que Crystal Report de SAP ou Server Reporting Services. Puis la majorité des ERP fournissent aussi à l'intérieur du logiciel une possibilité de faire des rapports assez complexes à l'intérieur du système. Pour ce qui est du présent, on utilise plus les tableaux de bord. En fait, l'idée, c'est qu'on compare souvent un tableau de bord à la conduite automobile. Par exemple, je suis en train de conduire sur l'autoroute, ma musique qui arrive, c'est une de mes musiques préférées, je deviens un peu distraite, puis je me rends compte que je suis en train de rouler à 140 km/h. Donc là, je peux ralentir ma conduite en temps réel pour éviter d'avoir une contravention. En fait, ici, c'est un exemple de tableau de bord. Là, j'ai pris l'exemple dans Power BI. On retrouve plusieurs graphiques. Il y aurait comme 2 types d'indicateurs qu'on pourrait utiliser, les lagging indicators puis les leading indicators. Les lagging indicators sont des indicateurs un peu plus du passé. Ce sont des mesures du résultat d'un processus terminé. Ça permet en fait d'expliquer ce qui a causé un problème pour ne pas qu'il se reproduise. Tandis que les leading indicators sont, eux, des indicateurs préventifs. On analyse les données avant que le problème ne survienne. Ils permettent également de surveiller les objectifs. Par exemple, on pourrait regarder le pipeline de vente, puis voir qu'il y a beaucoup de ventes dans l'étape qualifiée, comme on peut voir à l'instant.
Donc, on peut décider d'intervenir auprès des vendeurs avant de risquer de perdre une vente. On pourrait leur indiquer d'aller parler un peu plus à leurs clients, de savoir qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi ils sont pris dans cette étape-là, pour les faire passer à gagner. Donc, avoir plus de ventes, puis intervenir avant qu'on en perde. Il y a aussi tout ce qui est en haut, les KPI, les indices de performance, qui sont généralement situés vers le haut pour avoir une vue directe puis rapide sur l'information. En fait, une bonne pratique pour choisir des indicateurs, vous avez sûrement entendu déjà parler, c'est l'acronyme SMART pour désigner en fait des indicateurs ou des objectifs qui sont efficaces. En fait, SMART, c'est quoi? Ben, c'est S pour simple. L'indicateur doit être clair sur ce qu'on souhaite démontrer. On veut éviter d'avoir une mauvaise interprétation de l'indicateur, puis on veut s'assurer que tout le monde comprenne la même chose. M, c'est pour mesurable. On veut vouloir quantifier l'information de l'indicateur. On veut utiliser ces informations-là pour faire des standards, des budgets ou des normes éventuellement. Ça doit être A pour atteignable. KPI, en fait, doit être réaliste et diffusé à l'ensemble des employés concernés pour qu'ils voient en fait l'évolution. C'est vraiment bien d'indiquer quand ça va mal, mais c'est encore mieux quand on peut partager l'information quand ça va bien, puis de prévenir quand on est proche du résultat pour encourager les troupes ou ses employés. Ensuite, R pour résultat. On veut que ça soit orienté résultat. C'est vraiment important de penser à la décision derrière chaque indicateur. Si un KPI ça n'entraîne pas de décision derrière, c'est un mauvais indicateur. En fait, par exemple, on peut vouloir mettre le nombre de commandes par jour. On trouve que c'est un indicateur pertinent dans un tableau de bord. On veut savoir combien qu'on crée de commandes. En fait, moi, je me pose deux questions pour savoir si c'en est un ou si c'en est un moins bon. Ce serait la première, si mon indicateur tombe à 1, qu'est-ce que je fais? Puis si mon indicateur tombe à 1000, qu'est-ce qui arrive? En fait, l'idée, c'est de mettre au plus bas, est-ce que ça m'entraîne une décision? Puis quand il est vraiment, vraiment très haut, est-ce que ça m'entraîne une autre décision également? Par exemple, dans notre exemple, le nombre de commandes faites par jour, ben, c'est peut-être pas vraiment ça qui va nous entraîner une décision. Ça peut monter le nombre de commandes, mais on n'a pas une idée sur pourquoi ça a monté. Il n'y a pas beaucoup d'interventions qu'on peut faire derrière. Tandis qu'on pourrait, au contraire, tourner ça un peu, puis montrer dans notre indicateur le nombre de commandes retournées par les clients par mois. Donc là, ça permettrait de, quand le montant augmente, ça permet de savoir exactement pourquoi, puis d'intervenir à la bonne place, c'est vraiment ciblé sur, OK, ben, nos nombres de commandes retournées, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème de shipping, un problème de comment on a construit, ou peu importe, le client n'est pas satisfait. Donc, on peut intervenir dans nos opérations, puis ajuster le tir. Donc, ça m'amène au cinquième élément, qui est le temps, défini dans le temps. C'est vraiment important de situer vos indicateurs dans un laps de temps pertinent en lien avec vos objectifs. En fait, par exemple, si vos objectifs de vente sont par trimestre, par exemple, puis tous vos indicateurs sont par mois, mais là, ça va demander beaucoup de changements et d'interprétation dans vos indicateurs pour vous assurer que vous êtes dans vos objectifs. Donc, on enlève ça, on prend des choses claires, définies dans le temps, dans le même laps de temps. On pourrait tout par mois, tout par trimestriel, c'est une décision un peu plus d'affaires. Mais c'est important d'être conscient qu'il y a ce volet-là derrière un indicateur. Donc, maintenant, on sait comment utiliser les indicateurs de performance. On sait comment les rendre smart. Mais il reste quand même une question, c'est lesquels j'ai besoin, puis comment faire pour choisir. En fait, pour répondre à cette question-là, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de travail parce que simple can be harder than complex. You have to work hard to get your thinking clear to make it simple. En fait, c'est une citation de Steve Jobs qui résume assez bien cet aspect. Parce que c'est vraiment facile d'énumérer une liste d'informations à observer. Comme on peut voir, il y en aurait des tonnes à mettre dans un tableau de bord. Mais c'est un peu plus dur de savoir comment qu'on choisit derrière, puis lesquels sont vraiment utiles à notre entreprise.
Donc, je vais vous donner une technique que j'ai vue récemment qui est assez pertinente. Donc, il y en a plusieurs autres qui sont possibles, mais on va essayer une qui pourrait vous aider. L'idée, c'est de séparer notre tableau de bord en trois phases. Il y aurait les inputs, le process et le output. Les indicateurs input sont tout ce qui est relatif en fait au début du processus. Si on prend le processus de gestion des commandes, par exemple, les inputs, ce serait le nombre de moyens, en fait, le nombre moyen de soumissions ou le nombre de ventes en fonction de la catégorie de produits. Ensuite, il y a des indicateurs qui reflètent les activités de traitement de processus tels que le temps moyen de livraison et le nombre de commandes délivrées par jour, qui seraient plus des indicateurs du process. Puis enfin, dans le côté output, pour avoir des indicateurs qui seraient plus dans la fin du processus final, comme le nombre moyen de commandes brisées ou en mauvais état, le temps moyen de paiement des clients. Donc, on énumère chacun des indicateurs dans chacune des sections. Puis, le but, en fait, après, c'est de sélectionner un pourcentage attribué à chacune de ces sections-là, de ces phases-là. En fait, on joue avec le pourcentage d'importance pour pouvoir dire lesquels qui vont nous faire réagir plus rapidement, lesquels que pour nous, c'est vraiment important pour la saine gestion de notre entreprise un peu. Donc, si on prend notre exemple sur la gestion des commandes, je pourrais dire en tant qu'entreprise que pour moi, c'est vraiment plus important de se concentrer sur le output. Je veux qu'une grande partie de nos indicateurs, puis qu'on travaille bien, ce soit sur le résultat final pour que le client soit content de ce qui a été livré. Donc, je mettrais une plus grande importance au niveau du output. Puis par la suite, je dirais, après le process, découle du output un peu. Donc, ça va être ma deuxième critère d'importance. Puis l'input serait un peu plus bas. Donc, ça permet de savoir lesquels qu'on va avoir plus besoin dans notre tableau de bord, puis lesquels vont vraiment créer de la valeur derrière nos décisions. Donc, la troisième étape, c'est tout ce qui est niveau futur. Donc, on peut maintenant appeler ça l'analyse prédictive. On s'intéresse vraiment au futur, puis on a une vue des rapports, des tableaux de bord qui permettent de réagir. Bon, on a tout vu comment on pouvait réagir face aux données, mais maintenant, on est vraiment dans l'anticipation. Avec l'analyse prédictive, on veut comme prévoir les comportements de nos clients, par exemple, ou être capable d'interagir avant que le problème survienne. Pour moi, en fait, l'analyse prédictive, c'est possible lorsqu'on connaît très bien nos processus d'affaires, que vous êtes au courant des besoins, des enjeux d'entreprise, et que maintenant, vous jouez un peu avec toutes les informations, puis vous allez chercher vraiment qu'est-ce qui est important. J'appelle ça, en fait, faire parler des données. Donc, par exemple, on a plus l'habitude de travailler avec des mesures fixes et simples dans les indicateurs de performance comme le nombre de clients avec le compte actif, la liste des clients en défaut de paiement. Mais tout ce qui est prédictif pour amener une autre vision de toutes ces mesures-là, on irait avec plus des analyses croisées. Par exemple, il y aurait le pourcentage du nombre de clients avec un compte négatif depuis les 5 dernières années, ou la liste des produits qui se retrouvent le plus souvent ensemble dans une même facture. De plus, on trouve beaucoup d'analyses statistiques dans tout ce qui est prédiction, ainsi de suite. Ça permet de prédire des comportements. Par exemple, on pourrait chercher à prédire le risque de défaut de paiement d'un client à l'aide d'une régression linéaire. En fait, l'idée ici des analyses statistiques, c'est de construire des modèles prédictifs à l'aide d'un échantillon de données. On se base sur des données connues pour créer des modèles plus testés. Ici, par exemple, si on prend le cas des entreprises de télécommunications, on s'intéresse à la durée des contrats téléphoniques. Par exemple, ce serait quelles sont les chances qu'un client un de nos clients parte pour un concurrent. On va prendre en fait une série de données sur nos clients, tout ce qu'on a comme information, on aurait l'âge, le revenu, le nombre de produits avec nous, etc. Et on enregistrait le moment où ils nous quittent. En fait, si ça n'arrive pas, tant mieux.
On inscrit quand même que ça n'arrive pas, il ne nous a pas quittés. Mais tous ceux qui arrivent, on enregistre une date pour indiquer que après tel événement, il est parti. Puis, à partir des données qu'on a recueillies, on va pouvoir créer des modèles puis prédire de savoir est-ce que le prochain client va nous quitter ou il va rester avec nous. Il y a aussi des outils tels que dans Power BI qui offrent des fonctionnalités très utiles pour visualiser vos données. Par exemple, la fonction Q&A de Power BI permet d'inscrire une question et Power BI va vous suggérer des façons de représenter vos données. Tout ça est basé sur vos propres données, donc c'est vraiment intelligent et prendre tout ce qui est intelligence, puis pas artificiel, mais tout ce qui est aide à la décision. Donc, vous pouvez écrire pourcentage de vente qui va compléter votre phrase avec comment on pourrait agréger les données ou comment on pourrait les diviser, par exemple, dans le cas présent, par airline pour une certaine division d'entreprise. En plus, on peut vouloir visualiser nos données sur une map, comme on veut un peu à droite. Ça nous permet de comprendre rapidement où sont nos ventes qui ont été faites ou qu'on a pu scorer à partir d'entreprise. Puis, on peut aussi utiliser la fonction drill down qui permet de cliquer puis d'avoir l'information un peu plus détaillée de plus en plus sur nos données. Ce qui fait que tout ça, c'est vraiment plus facile et intuitif de travailler avec les bases de données. Donc, c'est déjà quasiment la fin. En conclusion, il y a plusieurs outils disponibles pour faire du BI ou de l'intelligence d'affaires autour de vous. L'important, c'est d'avoir une source de données fiable, telle qu'un ERP, et d'adapter les techniques d'aide à la décision selon à qui on s'adresse. Parce qu'en fait, le but, c'est d'arrêter de se fier sur des opinions pour prendre des décisions d'affaires, mais bien sur des données réelles. L'outil, en fait, n'est qu'un moyen. La vraie intelligence, c'est la capacité à utiliser l'outil pour influencer les décisions. Donc, merci de votre attention. Je vais donner la parole à Stéphane, puis bonne journée. Alors, encore une fois, merci à tous. Le prochain webinaire, module 3, gestion des stocks et création de valeur, une stratégie durable. Vous recevrez l'invitation au cours des prochains jours pour la date de ce 3e et dernier webinaire sur la série Meilleures pratiques financières et comptables à l'aide de logiciels ERP. Au nom de Gestisoft, merci à tous et à la prochaine. Au revoir.